vous êtes qu'on assiste à un vrai changement de comportement, au fond, en France? Est-ce qu'au-delà de la prise de conscience, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui quelque chose qui vous laisse supposer que nous sommes prêts très vite à entrer dans un nouveau modèle de croissance? Très vite, ça c'est pas sûr, parce que c'est des changements de modèle qui prennent quand même beaucoup de temps, hein. Mais effectivement, je crois qu'il y a une vraie sensibilisation qu'on découvre. Je vais revenir sur l'éducation. Je crois que effectivement, l'éducation, sensibilisation, c'est un enjeu très fort. Je suis très optimiste, moi, parce que je pense que les jeunes ont en fait très fortement conscience du sujet. Jean-Louis Borloo fait souvent référence à un sondage en disant, quand on regarde la sensibilité des gens par tranche d'âge, par sexe, etc., les jeunes 15-25 ans, ils sont très sensibles. Les personnes 55 et plus, ils sont très sensibles, hommes et femmes confondus. Et entre 25 et 55, les femmes, ils sont sensibles et les hommes, beaucoup moins. Mais surtout, je voudrais que les jeunes qui montent restent sensibles, notamment du côté des hommes, parce que je pense que cette sensibilité est forte. Et je crois même qu'on le retrouve dans l'économie très clairement. Alors, je ne sais pas si ça doit être le cas probablement aussi à Suez, mais beaucoup d'entreprises me disent maintenant que les jeunes, quand ils viennent, ils ont envie de se retrouver dans une entreprise qui a au moins une sensibilité. Alors, après, il y a ce qui est le greenwashing qui passe bien, etc. Mais il y a une vraie demande. Et celles qui s'investissent mieux ont finalement plus de choix, plus de candidats et peuvent prendre les meilleurs. Donc je crois que ça fait partie effectivement de la sensibilité des jeunes et je suis moi très optimiste parce que je pense que ça va bouleverser. Mais effectivement, ce changement de modèle, c'est effectivement un changement éducatif de comportement. On parlait tout à l'heure des déchets. Moi, je suis quand même assez effrayé. On consomme plus de matières premières et on jette un nombre de déchets de plus en plus important. Je crois qu'on est à 400 kilos par personne et par an en France. Dans ces 400 kilos, j'ai découvert qu'il y avait plus de 10 kilos de nourriture non déballée qui étaient jetée par an en moyenne. C'est des aberrations. Je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience générale à faire. Ça va prendre du temps. Concrètement, on fait comment pour précisément répondre à ce cas précis que vous citez, les déchets, le nombre de déchets par personne, la nourriture non déballée? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les choses changent? Si vous voulez rentrer dans le concret, là, je vais prendre du temps. Enfin, vous et d'autres. Non, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans le cadre de l'ADEME en général et d'actions avec toutes les collectivités locales sur des actions de prévention des déchets pour réduire les déchets. Juste rappeler que réduire les déchets, ça fait des économies d'impôts, simplement, parce que ça coûte cher de les récupérer, de les traiter, de les valoriser. Donc, on a des démarches sur l'ensemble des axes, que ce soit pour les déchets, pour l'économie d'énergie. Alors, ça passe par de la sensibilisation, par de l'information, et puis par des aides financières, soit aux collectivités locales, soit aux individus, que ce soit pour l'énergie. Il y a énormément d'axes qui sont développés, l'ADEME ayant effectivement responsabilité un nombre important d'entre eux. Juste pour terminer sur la partie sensibilisation, on voit actuellement une montée en puissance de toutes les labels environnementaux, alors environnementaux, développement, commerce équitable, etc. Ces marchés, ces produits labellisés sont en croissance de plus de 10% par an. Voilà, donc il y a des marchés, il y a de l'activité, il y a de la croissance aussi, avec une sensibilité et une approche durable qui existe. Alors, je dis pas que tous ces labels sont parfaits, mais ça prouve bien qu'il y a une demande. Et effectivement, beaucoup viendra aussi de la demande. Je veux dire, ce qui influence le marché, c'est aussi ce que demandent les gens, mais c'est aussi ce que proposent les entreprises. Et je rejoins tout à fait ce que dit M. Chaussade. Il faut commencer à mieux concevoir nos produits, à faire de l'éco-conception pour avoir moins de matières premières, à mieux les recycler, et que ces produits eux-mêmes aient moins de besoin d'énergie pendant leur durée de vie. Donc il y a énormément d'actions. Ce qui est assez difficile à suivre, c'est qu'il faut appréhender une vision globale, comme disait Claudie Ignoret, et que tous les aspects sont à faire en même temps, sur l'énergie, sur les déchets, sur la consommation, sur la conception, sur le mode de travail. Et c'est pour ça que je pense que c'est un combat qui va être long, mais je suis tout à fait sûr qu'on va y réussir. Monsieur Chaussade, vous voulez peut-être réagir à ce qui vient d'être dit, mais je voulais prolonger un peu ce débat. Au fond, toute cette discussion que nous avons depuis le début de l'après-midi, certains observateurs nous accusent d'avoir une discussion de pays riches, c'est-à-dire tout ça ne concerne que des pays à forte consommation, fortement développés. Vous qui avez travaillé dans de nombreux pays difficiles, est-ce qu'on peut parler environnement, enjeux écologiques de la même manière en France, aux États-Unis ou en Indonésie ou dans certains pays d'Afrique? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur un propos que vous avez introduit tout à l'heure en disant que Copenhague avait été un échec. Moi, je suis de ceux qui pensent que Copenhague a été une formidable prise de conscience parce que pour la première fois, tous les pays du monde ont parlé d'un même sujet qui était la réduction
des gaz à effet de serre. Et comme je voyage pas mal, comme vous le soulignez, je peux vous dire que c'est un débat qui a animé des pays développés et des pays en voie de développement ou en croissance rapide. Si vous prenez un pays comme la Chine a aujourd'hui parfaitement conscience que son développement, qui est évidemment extrêmement rapide, mais que son développement est impossible à continuer sur les bases des 20 dernières années et qu'ils doivent inventer un développement nouveau dans lequel la prise en compte de l'environnement est nécessaire. Ils le font pas simplement pour faire plaisir, je dirais, aux pays riches, aux autres pays, ils le font parce que tout simplement c'est une demande de leur population qui sinon ne va pas supporter le développement. Vous pouvez pas polluer les nappes phréatiques sans conséquence, vous pouvez pas rejeter des produits toxiques dans les rivières sans empoisonner les habitants qui sont, je dirais, en aval, etc. Et donc, toutes ces problématiques sont au cœur aujourd'hui de la discussion que vous avez dans un pays comme la Chine sur sa croissance. Et la Chine a clairement dit que sa croissance, elle serait durable ou elle serait pas. Simplement, dans les pays en développement ou en croissance comme la Chine, on peut pas leur demander le même effort que pour nous. En Chine, aujourd'hui, il y a 300 millions d'habitants à peu près qui vivent comme nous, c'est-à-dire qui sont des gens qui ont des niveaux de vie raisonnables, mais vous en avez 700 ou 800 millions qui vivent au niveau du seuil de pauvreté ou en dessous. Ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les habiller, il faut leur donner du travail. Ça suppose une croissance de l'économie. Et donc la Chine ne peut pas renoncer à sa croissance. Elle a dit d'ailleurs à Copenhague qu'elle souhaitait que l'intensité carbonée de son économie baisse. C'est-à-dire qu'elle va essayer d'être de plus en plus, de produire en consommant de moins en moins, je dirais, de matières fossiles en particulier, mais elle fait le même effort en ce qui concerne les matières tout court. Pardonnez-moi, je vous interromps. Est-ce qu'on a le temps d'attendre que la Chine soit en situation de faire les mêmes efforts que nous, compte tenu des chiffres que vous donniez tout à l'heure d'épuisement des ressources naturelles? On a des dates, alors qui sont un peu controversées par moment, mais en tout cas, on sait que pour certaines matières premières, les échéances se comptent en dizaines d'années, pas plus. Est-ce qu'on a le temps d'attendre que la Chine et un jour l'Inde se développent suffisamment pour pouvoir à leur tour entamer les efforts qu'on nous demande de faire? Mais je pense que la situation n'est pas du tout comme ça. Je pense que les efforts de la Chine pour devenir un pays de développement durable sont absolument considérables. Ils ont annoncé, c'était avant la crise, il y a 2 ans, qu'ils allaient consacrer l'équivalent de 350 milliards d'euros sur 5 ans à la partie durable de leur développement. C'est la lutte, pour simplifier, c'est pas simplement ça, mais c'est la lutte contre les pollutions, toutes les problématiques aussi du chauffage et comment l'isolation, etc. Donc ils sont en train de faire des efforts considérables. Par ailleurs, avec les plans de stimulus qui sont mis en place, il y en a un chapitre très important là aussi qui est pour accélérer tout ce qui touche à la réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Donc la Chine est partie. La Chine est en train de faire un effort absolument considérable dans ce domaine. Simplement, ce que je dis, c'est qu'on peut pas l'empêcher de croître et que donc nous, pays développés, nous devons faire un effort évidemment qui est plus important que des pays comme la Chine ou l'Inde, qui eux sont dans une phase de croissance, dans une phase de développement, alors que nous sommes en train de rentrer dans une phase de maturité. Et ça veut dire, je crois que ça a été dit tout à l'heure, mais il faut le répéter, ça veut dire que nous sommes en train de passer globalement dans l'eau, dans les déchets, dans l'électricité, dans le gaz, dans les matières premières d'une manière générale, d'une vision, si vous voulez, du volume à une vision de la valeur. C'est-à-dire qu'il faut mettre de plus en plus de valeur dans des produits, mais qui consommeront de moins en moins de matières premières. Mais ça veut dire qu'on va consommer de moins en moins d'électricité en isolant mieux les bâtiments. Ça veut dire que en étant plus sélectif sur notre manière d'acheter, on produira moins de déchets. On consomme déjà moins d'eau. En France, le consensus est qu'on baisse la consommation d'eau d'environ 1%, 1,5% par an depuis maintenant une dizaine d'années, etc. On est rentré dans une autre forme d'économie, alors que nos amis des pays en voie de développement, eux, ils sont toujours dans une logique d'accroissement du PIB. Nous, on est rentré dans une autre logique. Il faut avoir d'autres indicateurs que simplement l'indicateur du PIB. Mais est-ce que l'on peut faire, peut-être Madame Aigneret pourrait répondre là-dessus, totalement confiance à la science, vous qui êtes scientifique, au progrès technique, à eux seuls pour surmonter le défi écologique qui est devant nous? Ou est-ce qu'au contraire, je sais que vous rejetez, Monsieur Chaussade, l'idée de décroissance, mais c'est quand même un courant aujourd'hui qui essaye de nous laisser penser que ce serait la solution. Est-ce qu'on doit accepter une moindre croissance? En ce qui concerne l'apport des sciences et des développements technologiques à une partie des solutions des questions qui sont posées,
Oui, je suis comme Philippe Vandemel. Je suis quelqu'un qui me projette dans ce 21e siècle avec l'apport de la science, des technologies associées, mais peut-être pour tempérer un petit peu ce que disait Philippe, avec cette responsabilité, cette conscience toute particulière, cette éthique toute particulière qu'on doit avoir justement aujourd'hui dans ces réflexions. Et c'est vrai qu'on voit bien, il y a des développements technologiques qui aujourd'hui nous permettent d'apporter certaines solutions. Le fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on puisse intégrer différentes données aujourd'hui, dans le domaine du spatial par exemple, sur les utilisations d'énergie, on met en place des flottes de satellites pour pouvoir, en particulier, donner des informations sur la météo, le vent, la hauteur des vagues, pour de l'énergie alternative, qu'on va coupler avec des énergies plus issues des ressources naturelles, avec ces smart grids et cette intelligence de la distribution et de l'utilisation de l'énergie. Donc tout ça, ce sont des progrès qu'on fait aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans une économie de filière, mais qu'on a ce regard justement global sur les faits. Je voulais revenir sur un des éléments distinctifs peut-être d'une nouvelle économie aujourd'hui, c'est de se dire, effectivement, on est sur la qualité des besoins, et ces besoins sont peut-être à considérer comme quelque chose qui est plus limité qu'on pouvait l'imaginer, alors que par contre, le désir de bien, avec cet aspect quantitatif, du toujours plus, celui-ci, avec les progrès de la technologie, il est un peu insatiable. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui se développe. Donc peut-être reprendre effectivement dans ces modèles économiques à réfléchir non seulement les biens à proposer, mais les réels besoins. Et ça me fait revenir à ce que je disais tout à l'heure, que le socle, le terreau de tout ça, ça passe par l'éducation, parce que c'est l'humain qui est au centre de cette gestion, de cette notion de progrès que vous évoquiez tout à l'heure. Et quand je dis ça, je réponds aussi en partie à votre question sur le progrès scientifique et le progrès technique. Ce progrès est un outil, ça n'est pas une fin en soi. Et c'est un outil qui va nous permettre d'aller vers, effectivement, un bien-être avec la qualification qu'on peut lui apporter. Et je ne suis pas une experte dans les nouveaux indices du bonheur national brut ou de ces éléments. Mais en tout cas, ça va contribuer à se poser les questions et puis à élaborer des nouveaux modèles qui, je pense, ne sont pas encore aujourd'hui complètement établis dans la mesure où on n'a pas qualifié tous les composants. J'entends souvent un discours, je trouve, un petit peu trop quantitatif, que ce soit dans le domaine de l'économie ou dans le domaine de l'écologie. Et j'essaie de rappeler à chaque fois la valeur, comme vous le disiez, Monsieur Chaussade, les valeurs à côté des biens et des économies quantitatives. Merci. Alors, si vous le permettez, je vais maintenant passer la parole à notre panel d'étudiants, ici présents au premier rang. Alors, vous parliez par exemple d'indice de bonheur national brut ou de revoir les indicateurs économiques. Je crois que vous aviez une question là-dessus. Bonjour. Oui, ma question s'adresse à M. Chaussade. Vous avez évoqué des nouveaux indices, justement, autres que le PIB, par exemple, pour mesurer la richesse d'un pays. Et sur quels éléments sur quels éléments doit se baser ce nouvel indice, s'il fallait en créer un? C'est des indices non financiers. Alors, au niveau d'un pays, je ne me prononcerai pas complètement, mais moi, je peux me prononcer au niveau d'une entreprise. Je peux vous dire que nous sommes en train de mettre en place, je vais donner un exemple, tout ce qui touche aux accidents du travail. Bon, c'est maintenant complètement quantifié. Il y a le taux de gravité, le taux de fréquence. C'est quantifié dans toutes les sociétés, toutes les filiales d'un groupe comme le nôtre, et c'est fait dans de nombreuses autres sociétés. C'est même maintenant devenu comparable. Et on peut dire que un des moyens de vérifier que, je dirais, la sécurité au travail est un des éléments clés. C'est de vérifier que ces courbes, elles décroissent année après année. Voilà un exemple. Deuxième exemple, évidemment, c'est de mesurer, c'est très compliqué, mais de mesurer à l'échelle d'une entreprise qu'est-ce
qu'est-ce que c'est que les gaz, l'émission de gaz à effet de serre et comment on peut les réduire. Je vais vous donner un exemple simple de recyclage, mais qui est très important. Tous les gens qui vendent de l'eau minérale se posaient la question de savoir comment ils pouvaient réduire les gaz à effet de serre dans leur industrie. Bon, ils ont compris que le recyclage des bouteilles plastiques était un des éléments clés. On a mis en place des filières qui permettent aujourd'hui, généralement ces bouteilles sont faites en PET, de recycler complètement, ce qui n'est pas simple du point de vue technique, mais c'est des progrès techniques qui permettent de minimiser ces gaz à effet de serre. On mesure aussi, en ce qui nous concerne, par exemple, sur l'environnement, la consommation annuelle de gasoil et comment on peut la diminuer. Alors c'est en disant à nos chauffeurs de mieux conduire, en faisant du routing plus intelligent, en travaillant avec les producteurs de camions pour qu'ils consomment moins, etc., etc., etc. Vous aurez toute une série d'indices qui permettront progressivement aux entreprises de conduire leur entreprise dans des directions qui seront plus économes. Alors, j'ai pas répondu à une partie de la question, c'est comment on mesure le bonheur, mais là, comme entreprise, c'est plus compliqué. Mais quelque part, le PIB, on a bien compris, ne mesure pas, n'est plus capable dans nos sociétés de mesurer le bonheur, et donc il faut d'une manière ou d'une autre le faire. Mais pour autant, peut-on changer? C'est-à-dire, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'échelle des pays, le PIB, qui reste encore aujourd'hui l'instrument de mesure privilégié, sera modifié? On sait qu'il y a des travaux sur le sujet, notamment ceux de Joseph Stiglitz, un prix Nobel d'économie, à la demande de Nicolas Sarkozy. Donc, les rapports existent, là encore, le constat existe, mais à quel moment passe-t-on à la décision politique? Et au fond, est-ce qu'elle changerait à elle seule les comportements? Changer l'indicateur, est-ce que ça change un comportement? Il y a eu un exemple qui a été très réussi, c'est le bonus-malus dans l'industrie automobile. Depuis qu'il a été institué, c'est-à-dire après le Grenelle de l'environnement ou au moment du Grenelle de l'environnement, clairement, par exemple, la consommation, le type de voiture qui a été acheté a changé et il y a une partie non négligeable de la consommation, si je puis dire, de voitures, en tous les cas d'achat de voitures, qui s'est fait plutôt vers les entreprises, vers les voitures qui étaient petites et qui consommaient peu d'essence et qui émettaient peu de CO2 que vers les grosses. Voilà une décision politique qui a eu un comportement, qui a eu une conséquence sur le comportement global d'une société. Philippe Vandemelo, vous voulez dire un mot là-dessus? Très rapidement. Oui, très rapidement sur le PIB et sur ce. Je crois que je me garderais bien de dire qu'il y a un indicateur de bonheur, parce que c'est vraiment un sujet qui, à mon avis, dépasse largement la notion d'indicateur. On est effectivement, je crois qu'il y a un vrai travail. Il faut qu'on arrive à intégrer d'une manière ou d'une autre, soit sous la forme, alors aussi bien au niveau du pays qu'au niveau des entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans les entreprises aussi, pour intégrer effectivement un certain nombre d'indicateurs. Aussi bien sociaux qu'environnementaux, mais également quelque chose qui est très très mal apprécié, c'est la valeur du service de la nature, quoi. Parce qu'elle apporte des services, et quand on la perturbe, c'est une perte de valeur, et souvent les entreprises n'en tiennent pas compte. Donc il faut qu'on arrive à trouver un moyen, au niveau du pays et au niveau des entreprises, de faire indiquer ces impacts-là. Alors, il y a les rapports de développement durable des entreprises, mais peut-être qu'il faut aller plus loin pour y mettre malheureusement un chiffre, parce que je crois que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les choses. Juste pour terminer, plusieurs fois vous avez dit, est-ce qu'il faut aller vers la décroissance ou pas la décroissance? Est-ce que parce qu'on réduit, est-ce que parce qu'on réduit sa consommation d'énergie tout simplement parce qu'on est un peu plus vigilant, est-ce que c'est de la décroissance? Voilà. Non. On estime grosso modo que près de 10% de la consommation d'électricité des ménages dans une maison peuvent être évolués par du comportement. Voilà. C'est pas donc c'est aussi de la sensibilisation, c'est aussi de l'éducation. Donc et ça n'est pas de la décroissance. Voilà. Donc faut pas opposer toujours développement durable et croissance et décroissance. Autre question de nos étudiants. Qui se lance? Bonjour, Marie de Dauphine. Donc une question qui s'adresse encore à Jean-Louis Chaussade. Suez Environnement est doté d'un comité d'éthique et de développement durable, comme la plupart des entreprises du CAC 40. Personnellement, j'ai du mal à imaginer une multinationale vraiment préoccupée par des questions éthiques. Donc déjà, est-ce que c'est pas seulement un effet de mode ou des besoins de communication? Et dans le cas inverse, peut-on dire que Suez Environnement est une entreprise socialement responsable? Et dans ce cas, est-ce que vous pourrez nous le montrer?
Voilà, merci. C'est une vaste question. Bon, alors d'abord, les entreprises, quand elles se meuvent sur le terrain économique, elles se meuvent dans un système que j'allais dire tridimensionnel, dans lequel il y a les clients, les actionnaires et les employés. La demande globale, je dirais, de l'ensemble des stakeholders des entreprises aujourd'hui, c'est qu'on aille vers encore plus d'éthique. Alors je voudrais dire que l'éthique, c'est un sujet majeur pour les entreprises. L'éthique revêt de multiples formes. Et donc nous sommes extrêmement vigilants à s'assurer que l'éthique, telle que nous le décrivons, et nous avons émis, nous et toutes les grandes entreprises, des livres d'éthique des codes d'éthique dans lesquels on explique à la fois à nos clients, à nos actionnaires et à nos employés comment nous bougeons dans ce monde de l'éthique. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous avons un comité d'éthique. Ce comité d'éthique, il est dirigé par des administrateurs indépendants, dans notre cas 2 sur 3. Ils sont extrêmement vigilants à faire que ils aient sur nos comportements le meilleur contrôle possible. Alors, est-ce que les entreprises sont socialement responsables? Ça, c'est un vaste débat. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vrai sujet. Alors, quand en plus vous devez distribuer de l'eau à plus de 75 millions d'habitants sur la planète, ces problèmes sont encore plus importants dans les entreprises comme Suez Environnement. Oui, nous essayons d'être chaque fois plus responsables. Par exemple, nous sommes engagés dans de multiples actions sur la diversité, par exemple. Nous sommes engagés dans de multiples actions sur les quartiers pauvres, dans les pays où nous distribuons l'eau, etc., etc. Mais chaque entreprise aujourd'hui, à son échelle et en fonction de ses métiers, essaye d'intégrer ce qui nous paraît être au cœur de l'entreprise de demain. Je n'ai pas beaucoup parlé des actionnaires, mais vous avez de plus en plus d'actionnaires qui nous demandent d'avoir non seulement des comportements éthiques, mais aussi des comportements responsables, socialement responsables. Sinon, ils n'investissent pas dans nos entreprises. Donc tout ce jeu de contraintes, plus notre responsabilité et notre conscience individuelle, font que, bien entendu, ces problèmes d'éthique sont au cœur de nos problématiques. Claudie Ignoré, sur ce sujet. Oui, je rebondis sur le sujet de l'éthique par rapport à la question que vous posiez précédemment sur le rôle de la science, des développements technologiques, la confiance qu'on peut leur faire pour apporter des solutions. C'est vrai que moi, en étant aujourd'hui à la tête d'un établissement public qui est là pour promouvoir la science, la technologie, essayer de faire diffuser, rayonner cette partie importante de notre culture générale, qui est la culture scientifique et technique, je suis confrontée très souvent à ces aspects d'éthique. Et on le voit bien apparaître dans les débats. Vous avez tous été au courant des débats qui se sont tenus récemment, en particulier les débats sur les nanotechnologies, tout récemment, où on sent qu'il y a quand même une difficulté aujourd'hui dans le lien que la société, un lien de confiance que la société pourrait avoir dans les progrès liés à la science et à la technologie. Donc ces sujets éthiques, ils doivent être présents bien sûr dans les entreprises, ils doivent être présents bien sûr dans les organismes de recherche, les universités, et vous voyez de plus en plus ces comités se mettre en place. Il y en a un tout récemment qui vient de se créer entre le CNRS et l'INRIA sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec tout ce débat important qui va être la conscience de l'Internet et la façon dont on utilise ces données distribuées. Donc on est tous engagés dans ces sujets d'éthique. Et pour moi, je fais un petit peu une différence entre l'éthique de la pensée, je dirais, qui essaie de déterminer où il y a du bien ou du mal, et puis ce que l'entreprise doit faire, un petit peu, je dirais, une éthique de la pensée versus une morale de l'action. C'est-à-dire l'action, c'est ce qui est permis et ce qui est défendu. Donc effectivement, là, il faut aussi avoir des comportements liés à la morale qui sont issus de réflexions à l'éthique. C'est deux champs un tout petit peu différents, et peut-être que les entreprises, à partir de cette réflexion éthique, doivent dégager justement des morales de l'action, et les politiques également, bien sûr, et les chercheurs aussi, en ce qui concerne les progrès de la science et de la technologie, pour qu'on revienne dans quelque chose où on ne soit pas barricadé derrière le précautionnisme du principe de précaution, mais qu'on puisse aborder avec un petit peu d'envie, je dirais, l'avenir du progrès. Encore quelques questions de nos étudiants. Sinon, il y a un monsieur là qui est candidat à une prise de parole. Et d'ailleurs, j'inviterai la salle ensuite à poser toutes les questions. Mais allez-y, voilà, monsieur, jeune homme.
Bonjour, Tarek de l'ESTP. Donc tout à l'heure, Monsieur Chaussade a parlé de l'aspect positif du malus bonus dans l'industrie automobile. Donc cette question, c'est pour Monsieur Vandemal.